je vais vous parler aujourd'hui de l'évaluation en santé mentale et en toxicomanie. Donc, une évaluation qui peut être autant pour l'infirmière, l'infirmier, le travailleur social, la travailleuse sociale, l'ergothérapeute ou n'importe quel professionnel qui travaille dans le domaine. Pour certains, vous allez voir, il y a certains aspects de cette évaluation-là que vous connaissez très bien si vous êtes davantage dans le milieu de la toxicomanie ou au contraire si vous être davantage dans le milieu de la psychiatrie. Mais l'idée, c'est de faire un rapide survol pour que tout le monde puisse être à jour là, de tous les éléments à évaluer. Donc, on va vous permettre d'identifier des éléments à approfondir dans une évaluation en troubles concomitants, comprendre les particularités et la complexité des situations vécues par les usagers et utiliser différentes stratégies pour obtenir des renseignements. Je pense que ça, on l'apprend avec le temps, mais des fois, d'en discuter, ça peut aider, se donner des idées pour avoir des stratégies nouvelles et puis s'approprier le vocabulaire en troubles concomitants. Alors, pourquoi évaluer de façon exhaustive en troubles concomitants? Premièrement, combien de temps ça prend? Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 heure et quart. Il faut se donner le temps pour avoir l'occasion de faire le tour de la question. Souvent, c'est des gens avec des parcours de vie très complexes, rocambolesques, en plusieurs tableaux, plusieurs épisodes. Puis c'est intéressant de se donner le temps pour ne pas être pressé la première fois qu'on rencontre quelqu'un pour faire bien le tour de la question. Pour savoir où et comment intervenir, est-ce que notre clinique, est-ce que nos services sont adaptés à la personne pour offrir des soins complets parce que souvent, c'est des gens qui sont marginalisés, qui ne sont pas les bienvenus dans les urgences, dans les cliniques qui ne sont pas spécialisées pour la toxicomanie ou la psychiatrie. Donc, d'avoir cette ouverture-là. D'éviter les erreurs du passé. Si on ne s'informe pas des formules qui n'ont pas fonctionné ou celles qui ont bien fonctionné, on ne peut pas s'adapter. Éviter de dédoubler, déterminer si notre service est le meilleur, puis d'avoir l'humilité aussi, puis le bon sens de référer ailleurs si c'est nécessaire. Quoi évaluer? Là, je vous ai fait une liste, puis je vais rentrer dans les détails au fil de la présentation, mais vous pouvez regarder tranquillement. C'est des choses dont on se doute. Là. On évalue à plusieurs niveaux, autant au niveau médical, psychiatrique, la toxicomanie, les antécédents judiciaires, les problèmes de santé physique, les ITSS, les diagnostics, etc. Je vous laisse regarder les sous-catégories tranquillement. Et je passe et je vais entrer un petit peu plus dans le détail dans chacune des catégories. Donc, alors, au niveau des généralités, on offre un temps au patient où il se sent écouté et non pas interrogé. Donc, même si c'est une évaluation, puis même si on veut être assez efficace pour avoir le temps de faire le tour de nos questions, on essaye que cette évaluation-là se fasse dans le respect, puis que la personne sorte et elle se sente bien, puis elle sente que ça a avancé. Même si c'est une évaluation que ça lui aura fait du bien parce qu'on aura pris le temps puis de l'écouter. Il va falloir poser des questions plusieurs fois parce que souvent, les patients ont appris à détourner les réponses, que ce soit parce qu'ils ont été suivis dans des cliniques en psychiatrie où la consommation était vraiment punie, réprimée, etc., ou parce qu'ils ont été exclus de certains programmes à cause de leurs problèmes de toxicomanie. Certains ont appris à détourner un peu les réponses. Donc, on essaie de leur faire comprendre que nous, lors de ce genre de rencontre-là, l'idée, c'est d'avoir un peu le fond de l'histoire puis de savoir ce qui se passe vraiment puis qu'on n'est pas là pour les juger. Puis ça va transparaître dans votre façon de recevoir l'information. Quand on vous parle de crime, quand on vous parle de drogue, quand on vous parle... Je sais que la plupart de vous le savez très bien, mais d'avoir l'introspection, nous, en tant que thérapeute, en tant qu'intervenant, nécessaire pour voir comment on reçoit des informations sensibles, comment est notre non-verbal, etc.
Euh, alors, on va prendre des questions qui sont hors de notre champ d'expertise. Ça, c'est important dans le sens où, même si on est travailleur social, c'est important d'aller chercher des informations par rapport aux ITSS, par rapport aux relations à risque, par rapport aux trousses de naloxone, par rapport... donc, tu sais, dans une évaluation, c'est le moment aussi d'explorer tous les domaines de la personne, toutes les facettes de la personne. On peut étaler sur plusieurs rencontres si on n'a pas le temps de finir en une fois. On peut faire, puis on doit faire venir les dossiers des autres établissements. Souvent, ça va être très parlant pour des gens qui ont des symptômes négatifs. Ça peut être difficile pour eux d'expliquer en détail leur suivi ailleurs, quels étaient les objectifs, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis oui, je passe vite, mais la famille, souvent, si la personne, bien entendu, nous donne l'autorisation, puis on peut lui expliquer pourquoi c'est important qu'elle nous donne l'autorisation. Je veux dire, dans le respect de la personne, on respecte la confidentialité, mais on peut expliquer pourquoi de parler à une personne ressource, à des intervenants ailleurs ou à des membres de la famille, ça peut nous aider à bien comprendre leur situation. Si la personne nous envoie des réponses vagues, on reformule. On néglige pas des sujets, même si on est mal à l'aise avec ça. On parle de sexualité, d'ITSS, de toxicomanie, d'injection, d'infection, etc. C'est sûr que si vous voulez avoir des réponses claires, plus votre question va être claire, puis plus on appelle les choses par leur nom, plus on va obtenir des réponses précises. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous prenez des drogues dures, il va vous donner une réponse vague. Tu sais, je caricature, mais c'est ça pour le reste aussi. Si vous voulez savoir si la personne fait de la prostitution, vous le demandez tel quel. Il y a une façon de le demander, mais plus on va être précis dans le respect de la personne, plus on va avoir une réponse précise. On mentionne quand la réponse n'est pas assez précise pour avoir les informations nécessaires pour l'aider. On peut s'aider de formulation. Des fois, certaines personnes que je vois m'expliquent qu'ils ont l'impression que la télé leur envoie des messages. Comme ça, on distance un peu de la personne qui est devant nous. Ça peut aider pour certains. On peut faire des activités cliniques pour essayer d'avoir des informations plus sensibles. Je marquais ici, par exemple, moi, je suis un infirmier, je peux dire, je vais prendre votre pression, puis je vais en profiter pour regarder les bras, puis les marques d'injection, puis d'infection de quelqu'un, par exemple. Puis on accepte toujours les révélations du patient avec ouverture, je l'ai dit avant. Je mets l'emphase sur certaines sous-catégories, les TSS, l'immunisation. Alors, est-ce que vous, dans vos évaluations, que vous soyez TS, ergothérapeute, est-ce que vous demandez à vos patients s'ils ont été vaccinés pour les hépatites, la pneumonie, la grippe, pour les gens qui sont SDF, la pneumonie, les hépatites, des gens qui ont des problèmes de consommation, les hépatites A et B, c'est important d'avoir leur statut vaccinal. Est-ce qu'ils ont été traités pour l'hépatite C? Est-ce qu'ils savent comment ça se transmet, etc., les maladies transmissibles sexuellement? Est-ce qu'ils prennent des risques au niveau de leur consommation? Donc, plus on va s'intéresser à comment, dans quelle situation, est-ce qu'ils vont dans des sites d'injection supervisés s'ils ont la chance d'être dans une région qui en accueille? Est-ce qu'ils partagent leur pipe à crack? Est-ce qu'ils partagent leurs joints en temps de COVID? Est-ce qu'ils partagent leurs seringues? Des relations sexuelles à risque, le nombre de partenaires dans les derniers mois, ça peut être une information très simple, ça peut nous donner beaucoup d'informations. Si la personne nous dit « Ah, j'ai eu, je sais pas, moi, 30 partenaires dans le dernier mois à peu près », on sait à peu près à quoi on a affaire, puis ça nous donne des idées d'intervention après ça. Est-ce que la drogue est reliée à des comportements particuliers au niveau de la sexualité? Est-ce que la personne fréquente les saunas? Est-ce que la personne utilise la drogue pour avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'il y a de la prostitution, etc. Les antécédents judiciaires, la réponse facile à plusieurs des questions, c'est non, non, j'ai pas de problème avec la police, avec la justice. Mais après ça, d'aller décortiquer les choses du genre, est-ce que vous, ce que vous voulez savoir, c'est si
il y a des interventions à faire, des accompagnements de ce côté-là? Puis est-ce que vous devez vous inquiéter pour votre sécurité, la sécurité de l'équipe en plus? Les interventions, mais aussi avoir un portrait de la personne. Est-ce qu'il y a eu des crimes violents? Est-ce qu'il y a eu des crimes en lien avec la consommation? Est-ce qu'elle est allée quelques jours au poste ou elle a fait 25 ans de pénitencier fédéral? C'est différent, là. Est-ce qu'elle a été jugée non criminellement responsable, des conduites avec faculté affaiblie? Quand elle est allée en thérapie, ça dit oui, j'ai fait plein de thérapies. Est-ce que ça a été ordonné par la cour ou c'était volontaire, etc.? Le nombre d'années de détention à vie, c'est une question rapide aussi qui peut donner plusieurs indices sur son passé. Les suivis en ce moment qu'elle a à avoir, des probations, des conditions spéciales, ça donne une idée aussi de comment aborder certaines personnes s'ils ont eu un lourd passé carcéral, par exemple. Les antécédents psychiatriques, quand est-ce qu'elle a eu le premier contact avec la psychiatrie, les suivis passés, les visites à l'urgence pour des idées suicidaires, la manie, les symptômes psychotiques, les suivis plus jeunes, adolescents. Puis là, c'est important d'aller essayer de faire une chronologie détaillée des antécédents avec les dates, les lieux, puis les noms des endroits où ils ont reçu ces soins-là. Donc, on peut y aller par année de traitement, puis les endroits. Puis là, ça nous aide après ça à faire venir des dossiers. Des médicaments psy qui ont été essayés dans le passé, psy, mais aussi anti-craving, on en parlait aujourd'hui. Puis quel a été le résultat? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Noter les essais thérapeutiques dans le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou pour ne pas refaire ce qui a été fait dans le passé. Bien noter les épisodes psychotiques de paranoïa, d'anxiété, les crises de panique, le sommeil, etc. Au niveau de la consommation, Dr Juteau a fait quand même une très bonne capsule à ce niveau-là, mais je répète, bon, c'est quoi la drogue de choix? C'est quoi les effets recherchés? Est-ce que c'est pour s'endormir? Est-ce que c'est pour calmer l'anxiété? Est-ce que c'est pour avoir du fun, pour oublier des traumatismes, etc. Puis on le note de façon précise pour que ça soit clair pour nos collègues, puis pour nous les prochaines fois. Donc, par exemple, 3 grosses bières par jour par la bouche de 1,18 litres à 10 6 jours sur 7. Donc, ça nous donne à peu près 21 consommations ou, dépendamment de la substance, on l'écrit dans le vocabulaire là, lié à la substance. Depuis quand c'est problématique, depuis quand c'est régulier, depuis quand c'est quotidien, la dernière consommation, ça remonte à quand? Quand est-ce que la personne commence dans la journée? Il va y avoir une grande différence de quelqu'un qui se lève, son premier réflexe va être d'aller consommer. Ça a des impacts sur vos interventions après ça, les impacts sur le fonctionnement, puis les tentatives d'arrêt dans le passé, les thérapies, les hospitalisations. Les symptômes de sevrage, l'intoxication, puis les périodes d'abstinence, l'utilisation de matériel stérile quand il est question de drogue. Puis même si la personne nie l'utilisation des substances, bien, on va essayer d'aller questionner chacune des substances. Bon, vous me dites que vous ne prenez aucune drogue, mais est-ce que vous avez déjà eu des problématiques avec les amphétamines, le speed, la coke, le freebase, les opioïdes? Donc, on les nomme, vraiment, on prend le temps de les nommer pour aider la personne à se situer. Le DSQ, utilisez-le, c'est un outil formidable avec les historiques passés. Répertorier la fréquence de chacun de médicaments, puis questionner même quand vous avez une liste de médicaments, est-ce que la personne les prend tels qu'ils sont prescrits? Est-ce qu'elle va détourner certains médicaments? Par exemple, une prescription d'activant 1 mg 2 fois par jour au besoin peut se prendre tout d'un coup au début du mois pour faire un trip ou on peut en prendre 3, 4 une journée puis en prendre le lendemain. Alors, questionnez même sur la liste des médicaments que vous avez devant vous. Donc, au niveau de la toxicomanie, quels endroits ils ont fait, puis c'est quoi la vocation des thérapies, puis dans quel contexte, c'est quelle approche, parce que si à un moment donné, on veut parler d'une thérapie interne, si on a beaucoup d'informations dans l'évaluation initiale, à savoir où il est allé, qu'est-ce qu'il a essayé, ça peut nous aider à trouver des meilleurs endroits pour la suite. Donc, on différencie les différents types de thérapies.
La maladie actuelle, donc on essaye de reprendre dans les derniers mois, les dernières semaines, qu'est-ce qui a amené la personne à consulter, le fonctionnement récent, le réseau social récent, la famille, le travail, est-ce qu'il a perdu sa job à cause de la consommation, est-ce que ses parents ont arrêté de le soutenir à cause de la consommation parce qu'il volait, etc. La journée type, la consommation récente, puis l'intensité des symptômes, que ce soit psychotique, de manie, de dépression, d'anxiété. Qu'est-ce qui a poussé la personne à consulter. Au niveau de l'histoire de vie, on peut rassurer la personne, lui dire que l'idée, c'est pas de faire une psychanalyse de toute sa vie, mais plus d'avoir les faits saillants. Donc, est-ce qu'il y a eu des bris de fonctionnement? Comment ça allait à l'école? Est-ce qu'elle avait des amis? Est-ce qu'elle avait des relations amoureuses? Est-ce qu'il y a eu du décrochage? Puis après ça, jeune adulte, comment ça fonctionnait. L'idée, c'est de savoir si, à un moment donné, tout allait bien, elle fonctionnait, puis s'il y a un bris de fonctionnement, qu'est-ce qui a créé ces bris de fonctionnement-là, puis d'avoir juste une historique des traumatismes potentiels, puis du milieu dans lequel la personne venait. Après ça, autour d'elle en ce moment, les amis, la famille, les organismes, les dettes, les milieux en ce moment, les activités qu'elle fait productives, l'ambiance de travail ou à l'école en ce moment. Plus beaucoup de temps. Mais pour conclure, on utilise l'évaluation pour cibler les besoins de la personne. Plus vous aurez de l'information, plus il va vous être facile d'intervenir. Et puis, une bonne évaluation, c'est une entrevue où l'individu se sent écouté, respecté, puis où il va vous remercier à la fin en disant, ben, oui, c'était une évaluation, mais ça m'a fait du bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je sais que dans les commentaires des années passées, on disait si c'était possible d'avoir un gabarit. On a un certain document, là, je vais vérifier avec l'équipe si c'est possible, puis on pourra probablement le mettre là, disponible pour vous faire un genre d'aide-mémoire pour ceux qui en auraient besoin.